Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, comme l'observe Monsieur le Haut-Commissaire lui-même, historiquement, le plan a toujours eu des relations difficiles avec les gouvernements. Alors que nous nous penchons sur le bilan du Haut-Commissariat au plan ce soir pour évaluer ses performances depuis sa refonte en 2020, la remarque incisive de M. Bayrou nous encourage à examiner d'autant plus le rôle stratégique du Haut-Commissariat au sein de notre architecture politique actuelle, et notamment, on l'a tous évoqué, parmi les SGPE et les COP régionales, il faudra en parler un jour, France Stratégie et donc le Haut Commissariat au plan. Ce Haut Commissariat se heurte à des défis évidents dans ses interactions avec le gouvernement et ses différents satellites, et son influence semble se cantonner à une portée relative, loin des leviers du pouvoir. Les propos de M. Bayrou témoignent d'une certaine désillusion, révélant que, selon la perception actuelle, le Haut Commissariat bénéficie d'une influence délicate à discerner au cœur des processus décisionnels. Le Haut Commissariat au plan, institut pivot de l'après-guerre, a vu son rôle se transformer au fil du temps. Son influence s'est progressivement étiolée, aboutissant à sa dissolution en 2006. Refondée en 2020, sa mission est censée être renouvelée et axée sur les défis écologiques, technologiques et sociétaux de long terme pour guider la politique économique. Avec quelle fidélité le Haut Commissariat s'est-il acquitté de sa mission? Est-il à la hauteur des espérances placées en lui par le décret du 1er septembre 2020? Ces questions se posent de toute évidence. Malgré la production de 16 notes analytiques, la pertinence réelle de ses contributions dans l'élaboration des choix politiques demeure questionnable. La réclamation d'une influence par le haut-commissaire, notamment dans le renouveau nucléaire français, contraste avec le scepticisme public sur son rôle effectif. Et cette dissonance nous amène à interroger la méthodologie de coordination et de collaboration entre le haut-commissariat et les autres instances décisionnelles nationales. Comment donc le haut-commissariat s'assure-t-il de l'animation et de la coordination avec les autres institutions? Comment garantit-il la coordination et l'animation avec le CESE, France Stratégie, France 2030, le CNAM, les académies des sciences et des technologies, le CEVIPOF, la BPI, le GPE, le CGDD et tant d'autres, sans parler évidemment des services d'études de chaque ministère? Quelles sont les preuves tangibles attestant de l'exécution de sa mission? Des éléments concrets devraient être présentés comme des calendriers de réunion, des documents de travail communs, des séminaires organisés, autant d'éléments rationnels qui doivent être divulgués au Parlement, nous semble-t-il. En outre, quelle est l'ampleur du rôle du haut-commissaire du plan dans l'orientation des politiques publiques? Quels projets de loi ou décrets font explicitement référence aux notes du haut-commissariat au plan? Quelles notes produites par le haut-commissariat au plan ont été réellement et concrètement citées? Comme l'a souligné à plusieurs reprises Monsieur le haut-commissaire au plan serait un outil d'influence plutôt que de pouvoir ou de conduite de politique publique. Alors, à l'heure du tout numérique, quel est le poids réel du Haut Commissariat au plan sur les réseaux sociaux? Quels sont ses taux d'engagement? Ces données sont essentielles pour quantifier son influence auprès de l'opinion publique, c'est aussi un sujet. Par ailleurs, l'implication du Haut Commissariat dans le développement d'un plan national d'action sur la géothermie illustre sa capacité à initier des dialogues productifs, notamment avec le ministère de la Transition écologique. Cette initiative spécifique met en lumière l'importance de clarifier les modalités de contribution du Haut Commissariat au cadre politique global, surtout dans les domaines aussi critiques que la transition écologique. Et toutefois, le haut commissaire a joué un rôle ambigu, étant à la fois président d'un parti politique, s'était soulevé, élu et haut commissaire, et son impact est peut-être lié à ce cumul ou à la substance de son travail. Ces questions doivent être démêlées pour assurer une transparence primordiale. Finalement, face aux urgences identifiées que sont la transition écologique, la santé et les retraites, on pourrait parler aussi de la formation tout au long de la vie, il est temps de passer de la réflexion à l'action et les outils existent, mais doivent être optimisés, coordonnés efficacement. Qui fera quoi et avec quels moyens? La nécessité de s'organiser et de rationaliser est impérieuse à court et à moyen terme. Le rapport de M. Jean Pisani-Ferry met en évidence la nécessité urgente d'une réorientation des finances publiques vers la transition écologique et en estime le coût à plus de 66 milliards par an d'ici 2030. Qui financera ces efforts nécessaires? C'est le type de question que nous avons à traiter. On ne dira rien évidemment du ZAN, de son modèle économique qui est parfaitement un impensé aussi public et qui appelle des solutions financières et fiscales assez rapidement. La reconquête des friches est un sujet, on parle de 40 milliards mais il n'y a toujours pas de modèle économique aussi. L'heure n'est plus au discours mais à l'action mesurable et aux résultats tangibles. Donc Madame la Ministre, la planification et les résultats que nous devons avoir à moyen terme, tout cela ne peut plus attendre. Et ne peut plus attendre aussi, au-delà de ces études stratégiques prospectives, une territorialisation et des solutions financières. Et donc, temps d'adapter cet écosystème, d'adapter nos outils, de leur donner les moyens et évidemment d'associer à tout cela le Parlement et les élus locaux.
Merci. Merci, cher collègue. Madame la ministre, vous avez la parole.